Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, chers collègues, partenaires et amis. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Kapa Kondé, chargé de programme associé sur les connaissances traditionnelles au secrétariat de la CBD, et je serai le modérateur de ce webinaire aujourd'hui. En raison d'un changement de vol inattendu, Madame Jiu Lee n'est pas en mesure de se joindre à nous aujourd'hui. Elle vous présente ses sincères excuses. Avant de commencer, je voudrais vous informer que l'interprétation est assurée en espagnol et en français. En outre, ce webinaire sera enregistré et mis à la disposition sur le site web de la CDB. Le secrétaire. Avant de donner la parole à M. David Cooper, secrétaire exécutif par intérim de la Convention sur la diversité biologique, je merci, David. Nous, dès le départ, nous saluons respectueusement le Kanien'kehá:ka, peuple du Silex, le peuple Mohawk. Le secrétariat de la CDB est situé sur le territoire ancestral du peuple Mohawk, un lieu qui sert depuis longtemps de lieu de rencontre et d'échange entre les nations et les peuples. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet important webinaire. Je suis content de voir qu'il y a plusieurs parties intéressées qui sont ici. L'objectif de ce webinaire, c'est d'informer les parties, les peuples autochtones et les communautés locales, ainsi que les parties prenantes sur les enjeux clés qui seront examinés lors de la prochaine réunion du groupe de travail sur l'article 8J et les dispositions connexes. Et nous allons aborder ce programme de travail et aussi les dispositions. Vous êtes au fait qu'en décembre à Montréal, la conférence des parties a adopté le cadre mondial sur la biodiversité de Kunming, Montréal. Et il y a plusieurs décisions importantes relatives au cadre ont également été adoptées, notamment la surveillance des progrès, le développement des capacités, la mobilisation des ressources et le DSI, entre autres. Je pense qu'on peut dire qu'à la COP 15, nous avons vu la reconnaissance la plus claire et la plus forte du rôle des peuples autochtones et des communautés locales sur la biodiversité et l'utilisation durable de la biodiversité, et une reconnaissance que les droits des peuples autochtones et des communautés locales soient protégés et promus. Et ceci a été reflété dans le cadre mondial de Kunming Montréal, dans l'ensemble, mais aussi dans certaines cibles, comme par exemple la cible 1 et la cible 3 sur les aires protégées, la cible 5 et 9 sur le respect, la protection et l'encouragement de l'utilisation durable coutumière, et également la cible 21 sur l'accès aux connaissances et la cible 22 sur la pleine participation des PACL. Le travail sur l'article 8J, le prochain, constitue une occasion de développer des bases solides pour la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité. Et aussi, il est important que le nouveau programme de travail reflète vraiment les droits et les intérêts des PACL et leur permette de contribuer efficacement à la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité. Alors, la COP 15 a adopté un cadre ambitieux. Maintenant, travaillons ensemble pour la mettre en œuvre et saisissons cette occasion pour progresser vers un avenir durable en engageant le dialogue et la collaboration avec les peuples autochtones et les communautés locales. Je vous remercie et vous laisse entre les mains de CAPAC et de l'équipe sur les connaissances du secrétariat, et je vous souhaite à tous un webinaire
fructueux et productif. Merci. Merci, David, et merci d'avoir mis la table pour ce webinaire. David ne pourra pas rester avec nous durant le webinaire car il a un autre engagement. Mais merci beaucoup pour votre contribution. Le secrétariat du la CBD a convoqué ce webinaire pour fournir des informations sur les étapes à venir. Et particulièrement, ce webinaire vise à discuter de la raison d'être, des objectifs et de la méthodologie concernant le développement d'un nouveau programme de travail sur l'article 8J. Et nous allons fournir un peu de contexte sur le processus et du développement du nouveau programme de travail et aussi les possibles arrangements institutionnels et leur fonctionnement. Ensuite, nous allons suivre avec une période de questions et réponses. Nous allons voir aussi un point avec la perspective des PACL. Maintenant, je vais partager mon écran pour commencer ma présentation. Ma présentation comprend 3 parties. La première concerne la démarche, le processus et les dates importantes du processus. La deuxième va parler du contenu du programme de travail et aussi je vais aborder la question des Ici, dans cette diapo, on peut voir les différentes étapes, les différents moments au cours de cette année du travail sur le programme de travail. Il y a, par exemple, des éléments possibles du programme de travail. Et nous allons voir aussi, nous allons travailler avec sur l'annexe 2, il va y avoir une révision par des pairs. Vous pouvez soumettre des commentaires concernant cette révision par les pairs. La date limite pour présenter vos contributions est le 31 mars. C'est une nouvelle date. Ensuite, il va y avoir des nominations, la nomination des membres, le processus de nomination des membres au groupe d'experts techniques qui va se réunir au mois de juin, qui va avoir le mandat de élaborer des nouveaux points, des nouveaux éléments du programme de travail. Et nous allons avoir quelques notifications qui vont être émises. Notamment, il y a la notification 19 sur la nomination des experts et elle indique que plusieurs de ces experts proviendront des peuples autochtones et des communautés locales. La date limite pour les nominations est le 7 avril. On prévoit que la 12e réunion du groupe de travail sur l'article 8J aura lieu, il est prévu en octobre ou novembre 2023. Les résultats du groupe d'experts, du travail du groupe d'experts vont être soumis à cette réunion, la 12e réunion du groupe de travail. Il va y avoir. Il y a plusieurs sujets sont d'intérêt, notamment la transmission de connaissances, la révision
la mise à jour des indicateurs en ce qui concerne certaines des cibles. Nous invitons les parties à présenter des soumissions sur ces points à l'ordre du jour et nous avons une date limite pour les soumissions sur les indicateurs qui est le 14 avril. Et alors, la date limite pour la révision par les pairs est le 31 mars. Les candidatures pour le groupe d'experts, la date limite, c'est le 7 avril. Et ensuite, les soumissions pour la COP vont être par la suite. Je vais maintenant donner un peu de contexte sur le programme de travail. Le groupe de travail sur l'article 8J a été établi à la COP 4 en 1998. Son mandat initial comprenait 6 éléments, notamment les 4 suivants qui sont les plus importants. De donner des conseils à la COP en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 8J, de donner des conseils à la COP sur les mesures pour renforcer la coopération et au niveau international entre les peuples autochtones et les communautés locales, de réviser le progrès dans la mise en œuvre des tâches prioritaires du programme de travail et de développer un programme de travail. Lors de sa première session, le groupe de travail a présenté un programme de travail sur la mise en œuvre qui a été adopté par la COP 5. Et à la COP 10, il y a eu la révision du programme de travail pour la période de 2010 à 2020. Dans cette diapo, nous voyons le progrès de la mise en œuvre du groupe de travail. Donc, la tâche numéro 1 invite invite les parties à prendre des mesures pour rehausser et renforcer la capacité des PACL à participer activement dans les décisions. Les parties les moins développées ont été soutenues par le secrétariat pour les programmes de formation. Cela donne une bonne plateforme pour avoir un dialogue entre les représentants officiels des partis et les peuples autochtones. Tâche numéro 2, les partis doivent développer des mécanismes, des directives, des lois ou d'autres initiatives appropriées pour favoriser et promouvoir la participation efficace des PACL. Donc, il nous faut encore des efforts pour assurer la participation efficace des PACL dans la mise en œuvre. Tâche numéro 4, les parties doivent développer des mécanismes pour promouvoir la participation des PACL. Qui sont spécifiques au contexte national. Le numéro 10, et la tâche numéro 10 et la tâche numéro 12 ont été mises en œuvre de manière intégrée. Le résultat de ce développement a produit des lignes directrices pour la mise en œuvre des initiatives afin d'assurer le consentement a été mis en place pour donner l'accès aux connaissances. Donc, le partage équitable des avantages issus des connaissances traditionnelles.
Ces lignes directrices ont été adoptées par la COP 13. Et finalement, les dernières tâches, 15 par exemple, le groupe de travail doit élaborer des lignes directrices pour faciliter la rapatriation de l'information, dont la propriété culturelle. Et la nouvelle tâche de 2010, le groupe de travail de la COP 15 a adopté le plan d'action mondial sur l'utilisation durable et coutumière. La COP 15 a décidé de réviser le programme de travail multiannuel sur l'article 8J en retirant les tâches 3, 5, 8, 9 et 16 et aussi en les tâches reportées 6, 11, 13, 14 et 17. Les résultats du groupe de travail sont, entre autres, des lignes directrices et d'autres outils, dont 3 sur les connaissances traditionnelles. Nous avons les lignes directrices CON pour la conduite des évaluations d'impact culturel, environnemental et social en matière des développements qui doivent avoir lieu sur ou avoir un impact sur des terres traditionnelles. Le code de conduite pour assurer le respect du patrimoine culturel et intellectuel des PACL. Nous avons aussi mentionné les lignes directrices volontaires Motz-Couchdal. Il y a aussi des lignes directrices volontaires Roots pour la répatriation des connaissances traditionnelles et d'autres documents. Voilà donc les résultats du groupe de travail sur l'article 8J. Maintenant, nous avons la décision CBD COP 1510. Nous avons, lors de cela, il y a plusieurs éléments qui ont été discutés. La COP 15 a aussi adopté le processus pour développer un nouveau programme de travail qui reflétait dans la décision 1510, qui comprend des annexes qui représentent les bases de la discussion. Cela indique que la COP 15 a adopté le programme de travail sur le lien entre la diversité biologique et culturelle. Et donc, très brièvement, l'annexe 1 de la décision 1510 comprend les objectifs, les principes généraux, les objectifs du programme de travail visent à promouvoir l'application de l'article 8J au niveau national et international et aussi pour assurer la participation effective des PACL à chaque étape et chaque niveau de la mise en œuvre afin d'assurer la reconnaissance continuelle de leur rôle particulier dans la Convention et ses protocoles. En ce qui est trait aux principes généraux, il y en a 7. Assurer la participation des PACL dans l'application du programme de travail, dont les femmes, les filles, les PACL, dans tous les programmes d'activité, respecter les connaissances traditionnelles. 3. Mise en œuvre avec une approche holistique. 4. Utiliser une approche écosystémique. 5. Obtenir le consentement. 6. L'accès aux connaissances traditionnelles et sous réserve du consentement. Et 7. Donc,
L'annexe 2. Ici, on voit 6 sections. L'utilisation durable, numéro 2, conservation et restauration, numéro 3, partage des avantages issus des ressources génétiques, numéro 4, connaissances et culture, 5, protection des PACL et 6, participation des PACL. Cette annexe, pardon, est en révision qui va prendre fin le 31 mars. Envoyez-nous des commentaires si vous n'en l'avez pas encore fait. Les activités. Tout cela donc se termine le 31 mars. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais inviter maintenant Roku à vous parler des arrangements additionnels. Roku. Oui, merci. Vous m'entendez? Merci, Kapar. Et bonjour, participants distingués de ce webinaire. Comme Kapar a dit, mon rôle aujourd'hui est de vous présenter les arrangements institutionnels proposés pour la mise en œuvre du nouveau programme de travail qui est en développement pour l'article 8J et ses dispositions connexes. Quand le groupe de travail a été établi il y a environ 25 ans, en 1998, par la COP 4. Et après sa mise en place, le groupe de travail a été convoqué et a élaboré son programme de travail qui a été soumis comme recommandation à la COP 5 en 2000. C'était le programme de travail qui avait été élaboré pour le groupe de travail. Mais comme Kapar nous a présenté, ce programme de travail a été modifié à plusieurs reprises. Entre autres, en 2010, c'était afin de le calquer sur le nouveau plan stratégique adopté à la COP 10 en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, ce groupe de travail a tenu 11 réunions, comme vous le savez. Donc, environ une réunion par 2 ans pendant les 24-25 ans de son existence. Et je crois bien que le groupe de travail est en train de mettre fin à son programme de travail existant. Le programme de travail doit être terminé avant la COP 16. La COP 16 représente le moment où le nouveau programme de travail et ses arrangements institutionnels seront considérés et adoptés. Cela s'applique donc aux 3 dernières années. Il y a certains arrangements institutionnels qui ressortent de ces discussions. Il y en a, entre autres, qui sont
considéré par la COP. Si vous regardez la décision 1417, paragraphe 9, vous voyez trois grandes options pour les arrangements institutionnels qui sont décrites brièvement. Donc, selon cette liste et les discussions à jour, la première option est d'établir un organe subsidiaire sur l'article 8J et ses dispositions connexes. Quand on dit un organe subsidiaire, oui. Le groupe de travail est un organe subsidiaire, mais était un organe subsidiaire ad hoc, non pas un organe subsidiaire de type permanent. Les organes subsidiaires permanents qui existent en vertu de la CDB sont l'OSASTT, établi par la Convention elle-même, et aussi l'OSA qui a été établi récemment par une décision de la COP. Ce sont donc les organes subsidiaires de type permanent. Cette première option se réfère à un organe subsidiaire de ce type. Donc, un organe qui ressemblerait aux deux autres, OSA et OSA-STT. Le mandat de cet organe subsidiaire serait environ le même, c'est-à-dire le mandat demeurerait entier. Il s'agirait de conseiller la Convention, d'émettre des recommandations sur la mise en œuvre, l'application du nouveau programme de travail qui sera adopté. Mais il y a une petite différence cette fois. Cet organe subsidiaire serait un peu différent du groupe de travail sur l'article 8J. Il va être différent. Ça va être un organe subsidiaire de la Convention sur la diversité biologique et la conférence des parties, mais il va devoir les organes directeurs des deux protocoles que nous avons, le protocole de Nagoya et aussi le protocole de Carthagène. Ils vont pouvoir faire des demandes à l'organe subsidiaire sur l'article 8J, si c'est établi. Et la portée et le mandat de cet organe subsidiaire va avoir comme tâche d'accepter et de réaliser les tâches qui vont lui être assignées par les organes directeurs de ces protocoles. Autrement, dans l'ensemble, le mandat est le même, mais bien sûr, avec un nouveau programme de travail, évidemment. Et le contenu du programme de travail sera adopté. Alors, lorsque je dis que le mandat est la même chose, c'est que l'objectif de l'organe subsidiaire et son but, c'est de fournir des avis, et des conseils et de réaliser le plan de travail adopté par la conférence des parties. C'est aussi d'accélérer les mesures que les parties doivent entreprendre pour mettre en œuvre le programme de travail qu'ils ont accepté de mettre en œuvre au niveau local et national. Alors, c'est la même chose que par le passé, ce mandat. Avec des différences
et une configuration un peu différente. En ce qui concerne le fonctionnement, le modus operandi, c'est le fonctionnement. Nous avons un nombre suffisant de précédents pour savoir comment ce groupe de travail fonctionnerait ou devrait être dans le cas d'un organe subsidiaire de la Convention. Nous avons beaucoup d'expérience à ce niveau avec l'OSAC, qui est un organe subsidiaire, et nous avons aussi, l'organe subsidiaire d'application. Et alors, le fonctionnement de cet organe subsidiaire nouveau sur l'article 8J, si c'est ce qui est adopté, son fonctionnement va être plus ou moins similaire à ce que nous connaissons dans le cas de l'OSAC et de l'OSR aussi. Certains d'entre vous se rappellent peut-être ou savent que le fonctionnement de l'OSAC et de l'OSR a comme première règle, c'est que les règles de procédure de la COP s'appliquent avec les ajustements nécessaires à ces organes subsidiaires. Les procédures de la COP vont s'appliquer aussi à l'organe subsidiaire s'il est établi. L'OSAC a son propre bureau. Ceci est aussi une question en ce qui concerne le fonctionnement. Le bureau de l'OSAC comprend des représentants de chaque région, mais bien sûr, il comprend un président qui est élu par la conférence des partis en se basant conformément aux règles de procédure que nous avons à la Convention. La règle, c'est, sauf si c'est décidé par la COP elle-même, la conférence des partis élit le président ou la présidente ou les présidents des organes subsidiaires. Et cette personne serait élue par la conférence des partis, sauf si la conférence des partis décide autrement. Je ne sais pas si l'organe subsidiaire sur l'article 8J, s'il est créé, va avoir son propre bureau. C'est la COP qui va le décider à sa 16e réunion. Peut-être qu'il sera nécessaire d'avoir un bureau de cet organe subsidiaire. Comme vous le savez, l'OSA n'a pas de bureau, contrairement à l'OSAC, mais la COP, le bureau de la COP est le bureau de l'OSA, l'organe subsidiaire d'application. Alors, c'est une option qui pourrait être décidée pour l'organe subsidiaire de l'article 8J. C'est-à-dire que le bureau de la conférence pourrait agir à titre de bureau de l'organe subsidiaire sur l'article 8J. En fait, c'est le cas dans le cas du groupe de travail sur l'article 8J actuel. Il est supervisé par le bureau de la conférence des partis, le président qui préside les réunions de ce groupe de travail informel et le bureau agit de la COP agit à titre de bureau du groupe de travail sur l'article 8J. Alors, il y a deux options ici et il y a un fonctionnement bien établi et beaucoup d'expérience à ce titre. En fait,
le système actuel de gouvernance du bureau de la COP lorsqu'il est, la COP est en session, c'est le bureau de la COP, mais il y a aussi ce qui est appelé, ce qui a été développé avec le temps, c'est un autre organe qui s'appelle les Amis du bureau, qui travaillent conjointement avec le bureau de la COP pour faciliter les discussions et le travail et les délibérations du groupe lors de ces réunions. Et les Amis du bureau sont élus par les PACL en se basant sur la représentation régionale, le nombre de régions n'est pas exactement le même que les régions que nous utilisons euh, pour constituer le bureau de la COP. Alors, dans le cas des amis du bureau et pour les PACL, nous avons des regroupements régionaux avec 7 régions. Ainsi, et cela pour assurer une représentation adéquate de chaque région et des peuples autochtones et communautés locales partout sur la planète. Même si cet organe subsidiaire sur l'article 8J est élu comme choisi dans le nouvel arrangement institutionnel, on peut prévoir que probablement il va continuer il va avoir son propre bureau ou encore ce sera le bureau de la conférence des partis avec probablement des amis du bureau. Maintenant, je vais parler un peu de la deuxième option qui est sur la table. C'est une option c'est l'option de continuer avec le groupe de travail informel actuel, maintenir son structure, son système de gouvernance et ainsi de suite. Et ainsi, le groupe de travail informel continuerait de fonctionner, mais avec un nouveau mandat qui sera défini dans le programme de travail qui sera adopté. Autrement, les détails de son fonctionnement, il est prévu, sera essentiellement le même. C'est une deuxième option que nous avons. C'est de continuer avec l'arrangement institutionnel existant qui a fonctionné depuis plusieurs années déjà, mais avec un nouveau mandat basé sur le programme de travail. La troisième option, c'est l'intégration du travail, des fonctions et la mise en œuvre de l'article 8J et les dispositions connexes dans les organes subsidiaires et la COP elle-même, sans aucun arrangement distinct institutionnel pour superviser ce travail. Cela veut dire que l'OSAC aurait un rôle à jouer en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 8J. L'OSA aurait un rôle rehaussé aussi et le programme de travail qui sera adopté et sur lequel on va s'entendre sera mis en œuvre par les organes subsidiaires que nous avons déjà et la participation des peuples autochtones et des communautés locales et de leurs groupes ou de leurs représentants devrait être
rehaussée. Parce que au cours des années, l'expérience du groupe de travail informel sur l'article 8G a montré qu'il a facilité la pleine participation des représentants des peuples autochtones et des communautés locales. Cela ne doit pas être perdu. Alors, si l'on regarde la décision 14/7, elle parle de 3 options. Elle dit que l'application des mécanismes de participation renforcés pour la participation des peuples autochtones et communautés locales dans la mise en œuvre de l'article 8J. Et lorsque l'on regarde des questions qui les concernent, il faut s'assurer leur pleine participation et d'intégrer pleinement dans le travail de la Convention. Dans ce cas, il n'y aurait pas d'arrangement institutionnel distinct ou spécifique, mais il y aurait une participation renforcée et il y aurait et les arrangements institutionnels qui fonctionnent pour la COP, la Convention et pour les 2 protocoles auraient aussi une participation accrue des peuples autochtones et des communautés locales pour mettre en œuvre l'article 8J et les dispositions connexes et son plan de travail. Alors, essentiellement, ce sont les 3 arrangements institutionnels que nous avons. Il y a la continuation de l'article du groupe de travail formel de l'article 8J. La première, c'est l'institutionnalisation d'un organe subsidiaire permanent sur l'article 8J. Et la troisième, c'est l'intégration de l'ensemble des activités et des responsabilités du mandat dans l'ensemble des différentes institutions de la COP. Cela pourrait être appuyé par la nature intégrée des peuples autochtones et des communautés locales dans le cadre mondial. Parce que le développement du nouveau programme de travail, nous prévoyons qu'il sera basé et qu'il tiendra compte essentiellement ce que le cadre mondial sur la biodiversité prévoit en ce qui concerne la facilitation du travail relatif à l'article 8J et les dispositions connexes. Alors, l'intégration des questions des PACL dans le cadre mondial doit être reflétée dans l'intégration de ces activités qui émanent des objectifs, des cibles que l'on a abordés plus tôt, qui feront partie du travail des arrangements institutionnels actuels. Ce sont les choix que nous avons et nous allons continuer ces discussions au groupe d'experts à la prochaine réunion de l'OSA et bien sûr, la décision finale va être prise par la COP 16 sur l'arrangement institutionnel qui serait approprié pour avancer dans la mise en œuvre du programme de travail et la mise en œuvre, de l'article 8J. Je m'en tiens à cela, mais bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci, Worko, de cette présentation, de l'aperçu des options pour les arrangements institutionnels pour la participation des PACL, tels qu'identifiés par la COP 14. Je trouve que ce dernier commentaire
ne devrait pas être perdu dans les trois options. C'est la participation accrue des PACL qui va donner le ton pour notre prochaine présentatrice. Avant de donner la parole à Lucy, si vous avez des questions, veuillez les indiquer dans la boîte Q&A. Donc, la boîte de questions. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter Lucy Molenke, coprésidente du Forum international autochtone sur la biodiversité, qui va présenter la perspective du Forum sur le programme de travail futur et les arrangements institutionnels. Lucy. Merci beaucoup, Kapak et Worku aussi de cette explication. C'était très intéressant de vous écouter. Je voudrais saluer tout le monde, là où vous vous trouvez dans le monde, et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter David Cooper d'avoir été nommé secrétaire exécutif intérimaire, et aussi Elisabeth Merema qui a été nommée au PNUE. Le forum poursuit son travail pour essayer de et nous voulons remercier le secrétariat de la Convention de tout son travail sur le programme de travail et les arrangements institutionnels. Le forum et le caucus autochtone qui comprend des membres des 7 régions culturelles. Nous avons l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, Pacifique, Arctique, Amérique du Nord, et qui discutent de ces processus à l'interne entre nous pendant nos webinaires et au niveau régional. Le forum a fait un apport significatif au programme de travail sur l'article 8J. Il faut se souvenir que l'atelier qui a eu lieu en novembre sur les connaissances traditionnelles en 1997 avait 300 participants, 62 gouvernements et 168 représentants des autochtones qui discutaient du programme de travail pour la mise en œuvre de l'article 8J. Donc, nous avons toute cette histoire qui a fait en sorte que nous soyons des participants de premier plan. C'était la participation des PACL et du gouvernement dans l'identification des tâches pour le programme de travail et les recommandations et caractéristiques de cet organe ayant le mandat de travailler sur l'article 8J et ses dispositions connexes. Ce processus, bon, nous avons fait beaucoup de chemin. En 1998, il y a eu une décision mentionnée par Kapak sur le groupe de travail à composition non limitée pour aborder l'application de l'article 8J, et cela nous donnait le mandat. Et comme Worku a expliqué, nous sommes passés de la COP 4 à la COP 5 en 2005 en Nairobi. Il y a un moment historique à donner, étoffer ce programme de travail actuel. C'était ce moment historique. Plusieurs mécanismes pour promouvoir la participation des PACL, des peuples autochtones et les communautés locales dans le travail de la Convention, ont
eu lieu pendant ces 22 ou 25 ans. Mais il y a encore des tâches à accomplir. Et quand on examine la discussion sur l'article 8J, ce sont les mêmes choses qui sont encore discutées. Le nouveau programme de travail est déjà à l'étude et doit maintenir l'engagement et l'ambition. D'appliquer le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. On dit aussi que les tâches doivent être basées sur les objectifs et les cibles du cadre mondial. C'est très important. Et aussi, nous avons des commentaires généraux présentés qui nous permettront de poursuivre le travail. Pour le FIAB, le forum, nous avons mis beaucoup de travail de participation et de lobby. Le résultat est ambitieux et exigeant. Nous devons élaborer un programme de travail fort qui maintient les ambitions du cadre mondial de la biodiversité. Kunming-Montréal. Il faudrait utiliser un vocabulaire et des activités suggérées pour donner suite au programme de travail actuel. Les tâches doivent être révisées en fonction des objectifs et des cibles du cadre Kunming-Montréal. Les objectifs et les cibles doivent être clairs, concis, de sorte que les gens puissent les comprendre. Pas seulement nous, mais tous les citoyens du monde. Chaque tâche doit être clairement identifiée, qui le fera, quel est son contenu, sa date limite et les activités suggérées. Certaines activités sont trop larges et certaines ne sont pas claires. Par exemple, il faut identifier dans chaque tâche pour chaque tâche une approche axée sur toute la société. Chaque tâche doit comprendre des éléments pour permettant de suivre son application. Il devrait y avoir des indicateurs aussi en lien avec les PACL. C'est encore en chantier. Il faudrait donc l'explorer. Et le programme de travail doit être en lien avec le CDB. Il ne peut pas être vu de façon séparée. Nous avons, je vais vous présenter certaines tâches, mais c'est un travail qui se poursuit au forum. On va continuer à notre travail quand on se rencontrera à la deuxième réunion. Nous devons, donc, les nouvelles tâches visent à élaborer les lignes directrices pour concourir à la mise en œuvre des cibles 5 et 9 et aussi promouvoir la mise en œuvre du plan d'action en matière de l'utilisation durable coutumière. Les parties doivent limiter l'exploitation de ces animaux et ces plantes seulement pour des fins juridiques, des fins légales ou licites. Donc, promouvoir l'application du plan d'action en matière de l'utilisation durable coutumière en s'assurant que l'utilisation d'espèces sauvages soit faite en respectant le droit coutumier pour
et donc pour l'application de l'article 10C de la Convention. Nous avons aussi donc l'utilisation durable coutumière définie comme l'utilisation des ressources biologiques en conformité aux pratiques culturelles. Et donc, c'est assez important pour nous. Il faut s'assurer d'avoir un bon plan d'action en matière d'utilisation durable coutumière. Les nouvelles tâches utilisent le terme wildlife en anglais, flore et faune, donc qui concourent à l'application des cibles 5 et 9, telles que j'ai indiquées. Et ensuite, la section 2, conservation et restauration, cible 1, 2, 3 et 4. Les PACL croient qu'il doit y avoir des processus de planification spatiale inclusive pour les PACL qui leur donnent le contrôle de leur terre, leur territoire, leurs eaux et leurs ressources, donc leur propre plan de gestion. La planification spatiale comprend les écosystèmes et tout ce qui se trouve sous la juridiction des PACL. Donc, c'est assez important. Il faut impliquer les PACL dans la planification et la discussion de ces enjeux. Les PACL jouent un rôle important dans la conservation de la biodiversité et les territoires traditionnels possèdent la biodiversité. Il faut donc s'assurer que il est essentiel d'assurer la protection de nos terres et de nos territoires en tout temps. Et pour continuer, il faut regarder les tâches du partage des avantages découlant des ressources génétiques qui font partie de la cible 13 et aussi le partage des avantages qui n'a pas été mis en œuvre, notamment le partage des avantages avec les PACL pour cette action. L'interprète n'arrive pas à entendre Madame Moulinquet. Les nouvelles tâches comprennent le développement de lignes directrices pour assurer que les PACL obtiennent un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles et des ressources génétiques. Je crois que nous avons perdu Lucy. Nous allons lui donner quelques instants pour qu'elle se rebranche. Je suis désolé, il semble je suis de retour. Et ensuite, il y a les cibles 21 et 22. Cette section doit tenir compte de ce qui a été adopté par la COP en ce qui concerne les liens entre la nature et la culture. C'est quelque chose de très important pour les PACL. Et les tasks, c'est d'appuyer les PACL pour renforcer la transmission intergénérationnelle et l'utilisation des connaissances traditionnelles, y compris à travers les centres des peuples autochtones et communautés locales. Et ensuite,
Il y a l'accès. Et il y a aussi les cibles 21 et 22. Cette section est importante en raison des progrès qui ont été obtenus dans la reconnaissance des connaissances traditionnelles dans la conservation de la biodiversité et que les connaissances traditionnelles peuvent guider la prise de décision pour obtenir une gestion efficace de la biodiversité biologique, alors que la connaissance traditionnelle ferait partie de ce processus de prise de décision. Il est important de souligner que les connaissances traditionnelles peuvent être utiles seulement en respectant le consentement libre, préalable et éclairé des PACL lorsque l'on considère les connaissances traditionnelles. Et il y a aussi les PACL maintiennent leur terre et territoire. Ils doivent participer pleinement dans les prises de décision sur la biodiversité. C'est un point très important et que nous regardions cette question. Certaines des tâches visent la participation pleine et entière des PACL. Et il faut s'assurer que dans toutes les actions, que les PACL soient vraiment inclus. Et nous pensons que le cadre mondial doit inclure une nouvelle section sur l'accès direct des PACL au financement pour la conservation de la biodiversité. Et une des tâches qui pourrait être développée, c'est la création de lignes directrices pour le développement de mécanismes, de lois et d'autres initiatives appropriées pour l'accès direct au financement pour les PACL en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Et ce sont certains points que nous avons déjà abordés. En ce qui concerne les arrangements institutionnels futurs, dont les options ont été présentées par monsieur le présentateur précédent. Il faut assurer la participation pleine et efficace dans des rôles de leadership, notamment en tenant compte de la diversité des peuples autochtones et en respectant leurs propres procédures et structures. Et il pourrait avoir Nous continuons d'examiner cette question des arrangements institutionnels et nous voulons continuer d'assurer une pleine et entière participation des PACL. Et nous espérons qu'à mesure que nous continuons de discuter de ces arrangements, nous espérons que la COP, que nous pourrons réaliser l'ensemble du mandat qui a été défini. Merci. Merci, Lucie, pour votre présentation. Oui, nous aimerions féliciter les PACL pour le travail, le riche travail de consultation et d'échange qu'ils ont fait. Et aussi les remercier pour vos points de vue en ce qui concerne le nouveau programme de travail et aussi les arrangements institutionnels. Et nous sommes d'accord avec vous que ce nouveau programme de travail doit être aligné avec le cadre mondial adopté à Kunming, Montréal. Merci pour vos contributions. Maintenant, nous allons passer à la période de questions et réponses. Nous invitons les participants à présenter leurs questions par écrit dans la boîte de questions et réponses. Nous avons déjà quelques questions.
En ce moment, David devrait se joindre à nous sous peu. Nous avons certaines questions déjà. Nous avons des questions pratiques en ce qui concerne l'enregistrement de ce webinaire. Oui, dans notre site web, vous pourrez trouver au cours des prochains jours l'enregistrement de ce webinaire. Christina pose une question en ce qui concerne la composition du groupe d'experts. J'aimerais répondre à cette question. La COP 15 a décidé d'inclure les termes de référence en ce qui concerne la composition du groupe d'experts. C'est une décision de la COP et ça indique qu'il y a 3 représentants nommés par les partis. Il va y avoir un total de 15, 3 par les régions. Il y a 5 régions. Et ensuite, il va y en avoir 14 nommés par les peuples autochtones, 2 par région. Et la composition totale de ce comité sera de 35 personnes. Nous avons une question pour Woku d'Edna Fernandez. Edna demande si nous pourrions expliquer un peu plus comment le groupe de travail est lié au protocole de Cartagena. Nous avons aussi une question additionnelle qui pourrait être répondue par Lucie ou Viviana. C'est une question. Ça provient d'une personne, de quelqu'un de Pakistan qui parle des activités de conservation dans ce pays et qu'il y a eu des lacunes au niveau de la mise en œuvre de ce travail de conservation. Et il pose la question, c'est comment on pourrait expérimenter des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire pour assurer la conservation. Nous avons aussi une question de Mauricio Ferrari qui concerne l'annexe 2. Et il dit il y a 7 activités suggérées dans la section sur l'utilisation durable. Certaines d'entre elles chevauchent les 3 tâches de la première phase du plan d'action mondial sur l'utilisation durable coutumière. Est-ce que vous pourriez clarifier ce qui va se produire en ce qui concerne ce plan mondial d'action et est-ce que ce plan va être révisé et mis à jour? Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Woku pour qu'il réponde à la question sur le protocole de Carthagène. Et ensuite, nous travaillerons sur les autres questions. Merci, Kappa. Merci aux participants distingués qui a soulevé cette question. Sans rentrer dans trop de détails, je dirais que le protocole de Carthagène sur la biosécurité, il y a une disposition importante qui fait référence de manière spécifique au PACL. C'est l'article 26 de ce protocole sur les considérations socio-économiques. Les parties de ce protocole ont l'option de tenir compte des considérations socio-économiques lorsqu'elles prennent des décisions sur l'importation d'organismes génétiquement modifiés vivants dans leur territoire. Ce faisant,
ils peuvent tenir compte de la valeur de de la diversité biologique pour les peuples autochtones et les communautés locales. Et ça, c'est une référence explicite qui a déclenché un processus de discussion très long et de révision de cet article, l'application de cet article et sa portée, et ainsi de suite. Et si je me souviens bien, lorsque je travaillais dans une unité, nous avons travaillé de la CBD, nous avons travaillé sur cette question avec des représentants de peuples autochtones et communautés locales dans nos discussions. C'est un domaine qui montre, qui est pertinent en ce qui concerne la participation des peuples autochtones. Mais l'ensemble des dispositions sur l'évaluation des risques du protocole de Cartagena, qui sont au cœur de ce protocole, exigent, bien sûr, que les risques soient identifiés et gérés dans le contexte en tenant compte des intérêts des PACL conformément au contenu de la Convention. Par exemple, l'article 8J parle de la législation nationale qui doit respecter les innovations, les pratiques et les traditions, les modes de vie des PACL. Alors, lorsque un organisme vivant modifié est introduit dans un pays, dans un territoire, les PACL de ce territoire ou de ce pays qui vivent, où il y a différentes espèces qui sont importantes, que ce soit des plantes ou des animaux, il faut évaluer les risques de cette introduction. Et il faut en tenir compte dans l'évaluation des risques. Et une des choses les plus importantes qu'il faut prendre en considération dans l'évaluation des risques et la gestion des risques relatifs aux organismes génétiquement modifiés, ce serait leur effet sur les PACL, sur leur mode de vie et sur leurs ressources et leurs pratiques. Donc, c'est ce que je peux dire. Jusque-là, les connaissances traditionnelles se trouvent un peu partout dans le protocole de Nagoya, donc sa pertinence est assez évidente. Maintenant, nous allons écouter des réponses aux questions sur le rôle des peuples autochtones dans la conservation. Le forum a été discuté pendant les négociations du cadre mondial. On l'a inclus dans la cible 1, non pas 2, car on trouve que les peuples autochtones jouent un rôle essentiel dans la conservation et la cible 3, dans la cible 3, dans les deux sections, les peuples autochtones sont mentionnés. Ce que nous avons fait, le forum a donc analysé le document annexé et qui contient déjà une section sur la conservation et la restauration. Toutes les modifications suggérées par nous visent à offrir une ligne directrice qui permettra d'appliquer la cible 3 ainsi que les cibles 2 et 1. Donc, pour nous, le document du dernier groupe de contact faisait partie de la cible 2 et qui faisait partie de la cible 2 doit être mis à jour en lien avec les 3 cibles
dans les prochaines années, nous devons aussi nous attarder à l'application du cadre mondial. Dans les années à venir, nous devons poursuivre notre travail afin d'obtenir des lignes directrices qui nous aideront à appliquer toutes ces dispositions. Nous avons des exemples comme l'étude de l'IPBES sur l'état de la biodiversité et sur son utilisation durable. Il s'y trouve plusieurs exemples sur la contribution des peuples autochtones à la conservation et la restauration de la biodiversité. Merci. Merci, Viviane. Il y a beaucoup de questions et nous voulons répondre à chacune de ces questions. Il ne reste que 10 minutes dans la séance, donc si nous trouvons à court de temps, on va vous donner des réponses par courriel. Il y a des questions sur le nombre de représentants des peuples autochtones. Il y a 2 représentants par région socioculturelle telle que définie par l'ONU. Ce sont les régions classiques reconnues par le Forum permanent, entre autres. Oui. Il y a aussi 6 observateurs, dont des représentants d'organisations internationales. En ce qui a trait à la question de Mauricio sur le plan d'action en matière de l'utilisation coutumière durable, oui, c'est un point très important. Il serait très utile que cette suggestion ou commentaire soit aussi présenté pendant le processus de lecture par comité. Nous avons prolongé donc en conséquence la date limite pour les soumissions. Il y a des questions sur certains résultats qui sont arrivés la semaine dernière, et c'est un nouvel élément. Les partis et les observateurs devront le fait de mettre en lumière ce nouvel élément, et ça sera aussi quelque chose qui va émaner du processus de lecture par comité. Nous avons aussi une question pour Worku. Quels sont les mécanismes institutionnels se rapportant au nouveau programme de travail et comment est-ce que, surtout la question vise à savoir comment nous pouvons soumettre des commentaires. Donc, je m'ai demandé à Worku d'y répondre. Nous avons une question de Maxwell Mendoza sur l'utilisation des nouvelles technologies, par exemple la biologie de synthèse. Est-ce que ce sont des considérations pour le forum et pour le nouveau programme de travail? Il y a aussi une question sur l'établissement d'un nouvel organe subsidiaire. Et on pourrait aussi s'attarder aux organes établis comme modèle
Donc, beaucoup, je vais vous demander de répondre aux questions sur les mécanismes institutionnels. Il y aura aussi des questions pour le forum. Quelle était la première question, Kapak? Je ne l'ai pas vraiment compris. La deuxième question, oui, ça va. Sur le protocole de Carthagène. Donc, de quelle façon, quel est le mécanisme pour soumettre des commentaires en matière des mécanismes institutionnels? Alors, voilà, tu as répondu à cette question déjà. Mais pour ce qui est de l'autre question, soit à savoir si la création d'un organe subsidiaire sur l'article 8J exclut la troisième option visant à intégrer le programme de travail dans les processus de la Convention intégralement, donc les institutions de la Convention. Je dirais que oui, probablement, lors de la COP 16, nous voudrions choisir l'une des options. Mais cela ne veut pas dire, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'éléments qu'il n'y a pas de recoupement entre les options. Certains des éléments élaborés depuis plusieurs années sont vus désormais comme des pratiques exemplaires dans le groupe de travail sur l'article 8J. Ces pratiques pourraient être justement transférées à un organe subsidiaire si les parties décident d'en créer un. Plusieurs des éléments du fonctionnement du groupe de travail à composition non limitée feraient partie donc des rouages du nouvel organe subsidiaire. La troisième option, qui vise à intégrer tout ce travail dans le travail de la Convention sans avoir un organe distinct pour l'application de l'article 8J. Comprendrait aussi certains des éléments dans une forme rehaussée. C'est ce que la décision 1417 dit. La participation doit être rehaussée. Les mécanismes de participation devraient persister dans la mesure où ils sont efficaces et permettent aux autres processus de la Convention d'être efficaces et effectives. Donc, certains des éléments seraient distincts et donc et pourraient exclure d'autres éléments. Mais il y a des recoupements, il y a des chevauchements ou plusieurs éléments communs qui pourraient se trouver dans plusieurs des options. Ce sont autant de considérations pour les processus préliminaires et pour la COP finalement. Merci. Je vais essayer aussi de répondre à quelques questions et ensuite je vais demander à Viviana. Plusieurs des questions que nous avons reçues pour le forum
porte sur la participation et les contributions des PACL à la conservation, mais plusieurs des questions portent, entre autres, sur comment cette participation peut trouver son chemin vers le niveau international et donc jouer un rôle important. Donc, peut-être qu'après avoir répondu à certaines de ces questions, je vais donner la parole à Viviane. Mais donc, il y a deux questions pour le secrétariat importantes. Donc, les indicateurs. Le processus des indicateurs est conditionné par le processus de l'OSRSTT, mais la prochaine séance du groupe de travail va aussi s'attarder aux 4 indicateurs suite à la décision sur le programme de travail conjoint sur la nature et la culture qui invite à l'OSRSTT à revoir ces 4 indicateurs en matière des connaissances traditionnelles. On ne veut pas créer un processus parallèle pour les différents indicateurs, mais plutôt la prochaine séance du groupe de travail doit considérer le programme de travail sur les indicateurs et donc soumettre ces commentaires à la séance de l'OSRSTT en prévision de la COP 16. Le groupe de travail doit aborder les indicateurs lors de sa prochaine séance et les soumettre à la OSRSTT avant la COP 16. Il y a aussi une question sur le cadre mondial. La COP a adopté le cadre mondial et a pris plusieurs décisions en ce qui concerne des outils qui pourraient être utilisés pour la mettre en œuvre, ce cadre mondial. Un de ces outils, c'est un programme conjoint sur la nature et la culture. Et il a une tâche de faire un travail sur les langues autochtones. Et il va y avoir un dialogue en profondeur qui va être développé sur cette question des langues autochtones. Et nous allons émettre une notification aux partis et aux observateurs pour qu'ils nous aident à développer un document de position sur ces questions en vue de la prochaine réunion de ce groupe de travail. Maintenant, je vais m'arrêter là et maintenant, je vais donner l'occasion au Forum autochtone international sur la biodiversité de donner ses impressions en ce qui concerne le nouveau programme de travail. Oui, merci, CAPAC, le Forum autochtone international. Comme l'a dit notre coprésidente Lucie Moulinquet, nous sommes dans un processus de dialogue. Nous avons des réunions à plusieurs reprises durant la semaine sur le programme de travail et ceux et celles qui sont intéressés à participer, veuillez nous écrire. Nous voulons avoir un dialogue en profondeur sur l'annexe 2 du document qui est ressorti à la COP et aussi sur le cadre mondial sur la biodiversité Kunming, Montréal. Pour nous, bien sûr, le plus important, c'est que ce nouveau programme de travail soit pertinent et que ce soit un outil qui appuie les peuples autochtones et permette l'application de la Convention au niveau et de son plan de travail au niveau national et local. Et c'est pour cela que nous avons un dialogue et il y a une participation assez large de frères et sœurs autochtones et des communautés locales de toutes les régions du monde pour que nous développions une position commune.
Et c'est pour cela que nous prenons ce temps de faire cette analyse en profondeur. J'ai vu qu'il y a eu des questions ici sur notre position en ce qui concerne le DSI, les informations de séquençage numérique. Il faut tenir compte que, qu'il y a d'autres processus. Ce n'est pas seulement le Forum autochtone international sur la biodiversité qui suit cette question. Et au cours des prochains jours, nous allons évaluer et analyser la pertinence d'inclure euh, parmi les tâches du programme de travail euh, euh, qui tiennent compte des processus qui existent déjà dans la Convention. Cela étant dit, j'aimerais remercier à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Et si vous êtes intéressés à contribuer et à participer à nos processus d'analyse pour améliorer autant que possible, avoir le meilleur programme de travail possible, nous nous invitons à participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviana. Je remercie tout le monde pour vos questions. Nous recevons encore des questions maintenant, mais malheureusement, nous devons mettre fin au webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez prendre la parole à une dernière question, Monsieur Yiflou? Oui, très brièvement, une réponse à la question du docteur Moustapha. Je sais que vous avez dit avec raison que c'est un nouveau point que nous devons considérer de manière plus approfondie dans notre processus. C'est un domaine important, des nouvelles ententes euh, qui ont été faites la fin de semaine dernière à New York sur les ressources biologiques qui se trouvent dans des territoires au-delà des limites territoriales des gouvernements. Et notre convention a un rôle important à jouer là-dessus car il a des mandats euh, à l'intérieur des différents pays, mais aussi au-delà de ces territoires nationaux. Comme vous le savez probablement, nous avons une disposition dans son article 4 sur la portée juridique et ça établit que la Convention euh, a, a des mandats en ce qui concerne des éléments dans des domaines, dans les limites de territoires nationaux. Il n'aura pas d'autorité là-dessus, mais il aura une autorité sur des éléments à l'intérieur des territoires nationaux. Et en ce qui concerne les activités et les processus, peu importe où ces effets se feront sentir, tant et aussi longtemps que ces activités et ces processus sont ou proviennent de territoires à l'intérieur de territoires nationaux, le CBD a un mandat ici. Alors, il y a une relation complexe entre la CBD et la loi sur les mers des Nations unies, dans la mesure où la Convention nous permet de faire partie de ces processus, la CBD va s'intéresser à comprendre et à interpréter et à mettre en œuvre ce, ce nouvel accord qui va entrer en vigueur bientôt. C'est un nouveau domaine, une nouvelle discussion sur ce nouvel accord va être important, comme l'indique le docteur Moustapha. Merci. Merci pour vos remarques importantes. Et malheureusement, nous devons clôturer notre webinaire. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à les questions que nous avons recueillies. Plusieurs d'entre elles se chevauchent.
et nous allons y répondre dans le site web du webinaire. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour vos contributions intéressantes en ce qui concerne le programme de travail futur du groupe de travail informel sur l'article 8J. Merci à Worku, Lucie, Viviana pour vos contributions. Je remercie tous les participants pour votre participation et j'aimerais aussi également remercier les interprètes pour leur soutien efficace. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter le secrétariat à l'adresse secrétariat@cbd.int et poursuivons notre dialogue jusqu'à la prochaine réunion du groupe de travail. Merci beaucoup.